J'accueille aujourd'hui pour Zone Critique Jean-Pierre Montal, avec lequel je m'étais déjà entretenu pour le premier épisode de mon podcast, intitulé « Je tiens absolument à cette virgule ». Je le retrouve aujourd'hui pour la sortie de son nouveau roman, L'heure chamade, paru aux éditions Séguier le 4 mai 2023. Merci à lui d'être venu aujourd'hui. Pouvez-vous présenter les personnages d'Edwige Salandre et de Daniel Gisbach? Edwige Salandre est une architecte reconnue qui a eu une carrière. C'est pas une architecte star, mais elle a une carrière. Elle a 50 ans au début du livre. Et on l'a saisie à un moment assez charnière puisque son agence est connue et reconnue. Et on arrive au moment du décès de sa mère. Et donc on saisit le personnage à ce moment très précis. Daniel Gisbach est un architecte, lui, on va dire un architecte star, très reconnu. Il a marqué son époque. Il est connu pour ses bâtiments, en gros construits entre les années 60 et les années 90. Il est connu aussi pour de grandes expositions à l'époque de François Mitterrand, pour avoir organisé des grandes expositions sur des thèmes pour amener l'architecture au grand public. C'est un homme qui a une grande différence d'âge avec Edwige, d'à peu près 25 ans. Ils ont travaillé ensemble puisque Edwige a été l'employé, elle a trouvé son premier job chez Daniel Gisbach. Et il a été son mentor, il lui a enseigné beaucoup de choses, lui a fait découvrir beaucoup de références. Et toute cette complicité professionnelle, intellectuelle a mené à une histoire d'amour entre eux. Une histoire d'amour qui est même le fil rouge du roman L'heure chamade. Je serais curieux de connaître la genèse de ces personnages. Pour Edwige Salandre, tout vient du rapport mère-fille, en fait, puisque la mère d'Edwige qui vient de mourir, on va sonder un peu les rapports entre Jacqueline, la mère, et Edwige, la fille. Alors ça, c'est une donnée très personnelle, c'est que j'ai surtout été élevé dans une ambiance de femme, entouré de ma mère et ma sœur étant plus âgée que moi, elle a 8 ans de plus que moi. Donc voilà, j'étais dans cette ambiance-là. C'est pas Zola, hein, il y avait un père, enfin je suis pas du tout en train de raconter Les Misérables, je sais pas Victor Hugo ni Zola. Mais voilà, j'étais beaucoup plus en contact avec des femmes, et le rapport mère-fille m'a toujours vraiment intéressé, interloqué. Enfin, je trouve qu'il est à la fois très fusionnel, très proche, et puis capable d'une immense cruauté. Enfin, je crois qu'il y a une gamme très très large dans ce rapport-là. Pour Daniel Gisbach, c'est différent, c'est que je suis passionné par l'architecture, c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Je nourris le regret ou le petit rêve, j'aurais dû faire des études d'architecture. Enfin voilà, j'arrose cette fleur assez régulièrement. Mais voilà, c'est un thème qui me passionne, et en m'intéressant à l'architecture, je me suis passionné aux grands architectes. Moi, la période qui m'intéresse, c'est l'après-guerre, 50 jusqu'à 1990 à peu près. Et donc, j'ai remarqué que tous les grands architectes, comme Fernand Pouillon, comme Claude Parent, comme plus tard Rudy Ricciotti, avaient une dimension romanesque, étaient des grands personnages de romans, avec des histoires compliquées, des caractères très trempés, plein d'anecdotes très amusantes souvent. J'avais envie de créer un personnage d'architecte qui soit un peu la synthèse de ces grands architectes. Considérez-vous le personnage de Daniel Gisbach comme un anti-moderne, c'est-à-dire, pour reprendre une citation de Sartre au sujet de Baudelaire, qu'évoque Antoine Compagnon dans son ouvrage « Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes », un de ses créateurs qui avance en regardant dans le rétroviseur. Alors oui, la phrase pourrait très bien s'adapter au personnage de Daniel. Mais enfin, si je suis franc, je dirais qu'elle devrait s'adapter à peu près à tous les créateurs, parce que moi je pense qu'on ne peut pas créer sans avoir le rapport au passé et l'obsession de ce qui a été fait avant. En gros, il faut un surmoi, et ce surmoi, c'est les artistes qui vous ont précédé et les artistes que vous admirez, parce que vous pouvez aussi avoir des artistes qui vous ont précédé qui vous intéressent pas. La liste est longue. Mais enfin, ceux que vous avez admirés, on peut pas les chasser comme ça. Donc quand on écrit, je trouve qu'il faut écrire avec l'impression que Flaubert relit un peu par-dessus l'épaule, ou que Stendhal a écrit avant nos pages. Enfin voilà, je pense que c'est très important. Donc la notion du rétroviseur, moi je pense qu'elle est assez essentielle pour toute personne qui veut pratiquer une discipline artistique correctement.
je me vois mal faire de la pop musique en me disant c'est pas si grave, j'écouterai les Beatles plus tard, quoi. Je pense que voilà, ça me paraît important. Alors après, ce que vous dites, la phrase est assez juste aussi pour Daniel, qui pourrait être présenté comme un anti-moderne, parce qu'il a un grand sens de l'histoire, il a un grand sens de ce qui a été fait avant lui, il respecte beaucoup ses maîtres, Claude Parent essentiellement, et Fernand Pouillon, puisqu'il a été formé par ces deux architectes. Mais je dirais que c'est plutôt un moderne qui est piégé à son propre piège, à son propre jeu. C'est-à-dire que Daniel a été un théoricien, il a poussé très loin certains discours, et puis ensuite il a vu que ces discours-là menaient à une impasse, donc il a essayé de les réorienter. Et puis finalement il voit que ces théories mènent à des thèses qui ne lui conviennent pas du tout. Par exemple, il a souvent plaidé la reconstruction ou la ruine, laisser la ruine en ville, et pour éviter vous savez, les immeubles qu'on rase et qu'on reconstruit totalement. Il trouvait ça stupide. Il disait faut partir de l'existant. Et puis ça, il voit que ça a amené à toute cette vague d'immeubles végétalisés qu'il déteste. Alors il dit ben non, c'est pas ça que que ça voulait dire. Et ça, ce sentiment-là me paraît très, très important. En tout cas, je trouve qu'il y a une force romanesque dans ce sentiment. Il se trouve piégé, mais c'est le cas on est tous comme ça sur un sujet ou un autre, hein. On a tous le sentiment que parfois on n'aurait pas dû pousser si loin ou pas dû dire ça. Et pour moi, Daniel, c'est un ancien moderne piégé. Vous avez affirmé, lors d'une rencontre autour de votre livre en librairie, que le quartier de la Défense, à Paris, était une leçon de modernité. Pouvez-vous expliciter votre propos et les leçons que vous en avez tirées, notamment en littérature? Alors moi, je suis un fanatique de la Défense. Depuis la première fois où j'ai pu voir ce quartier, je trouve une élégance rarissime et un romantisme, une atmosphère très particulière, presque romérienne, un lieu comme ça qui semble froid, mais dans lequel on peut imaginer plein d'histoires. Donc c'est ces gens qui se croisent, les sorties de bureaux, les commerces, l'esplanade vide, parfois pleine, ces immeubles qui sont censés complètement écraser les gens et à mon avis qui ne les écrasent pas du tout. La façon dont c'est conçu aussi, ça j'insiste beaucoup parce que les gens qui n'aiment pas la Défense, j'avais lu un livre qui se passait à la Défense et je vais pas citer l'auteur, mais c'était d'une rare stupidité parce que il disait quel quartier froid et puis les gens ils viennent travailler, ils ne vivent rien ici. D'une, je pense que quand on travaille, on vit quelque chose et de deux, le quartier n'a rien de froid sauf si on le parcourt uniquement en vertical, c'est-à-dire que si vous faites l'esplanade, vous mettez la Concorde dans votre dos et vous allez vers l'Arche. Mais en fait, la Défense c'est tout le contraire, c'est horizontal. Il faut aller sur les côtés, il faut aller derrière les premières rangées d'immeubles. Alors là, vous trouvez des choses, des escaliers en céramique, il y a même une cascade, petite cascade, complètement d'ailleurs naïve, enfin complètement presque bucolique, mais presque surtout, on dirait un décor d'un film de Farfadet. Vraiment, elle est complètement irréelle. Et puis alors surtout la leçon de modernité. Et pour moi, la leçon de modernité de la Défense, c'est que quoi qu'il arrive, la Défense se voulait moderne. C'était les gratte-ciel, c'était l'activité économique. Et maintenant, quand on a plusieurs années de défense, finalement, on peut regarder les immeubles. On voit bien que certains immeubles se voulaient modernes et que maintenant ils ne le sont plus. Ils sont largués, comme on dit. On voit bien que d'autres immeubles finalement franchissent les années sans trop de problèmes. Vous regardez une tour comme Cœur Défense. Cœur Défense, ça franchit les années avec ces arrondis bizarres là qui s'enchassent. Elle a presque un charme presque vintage maintenant, mais en même temps, elle reste assez moderne. Et alors, la grande question, c'est pourquoi certains passent le cap, restent encore contemporains, et pourquoi d'autres font tout de suite un effet d'antiquité. Or, ils se voulaient tous en avance sur leur temps, et à mon avis, il était sur plein de... Donc il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est comme une leçon de morale. Et je pense que plus on veut être moderne, ça, bon, c'est un peu une tarte à la crème, mais plus on veut être moderne, plus on a des chances d'être un moment complètement daté. Mais ça va plus loin que ça. Je pense qu'il y a une part de chance, il y a une part d'évolution de la société. Quand vous regardez la tour Ariane, bon, là, ça pose quand même pas mal de questions. Mais quand vous regardez la tour initiale qui est tout au début et qui est une tour qui a été en partie dessinée par Jean Prouvé, c'est un grand gratte-ciel monolithique. Tous les bords sont arrondis et en bas, c'est sur des pilotis de béton. Il y a rien à toucher. Il y a rien à toucher. C'est une perfection. Enfin. Et pourtant, elle aurait très bien pu paraître comme certaines complètement datées.
Donc je pense qu'il y a une vraie morale dans ce qui est le mystère de l'art, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi ça passe. Donc les leçons à en tirer en littérature, c'est que moi, je cherche jamais l'ultra-modernité en littérature, je fais pas d'expérimentation. C'est peut-être un tort d'ailleurs, parce que peut-être qu'il faut en faire, quitte à faire des vilaines tours, et puis voilà. Mais en revanche, je vise un certain classicisme, mais j'essaye toujours que ce classicisme ne soit pas des citations trop directes d'atmosphère ou d'auteurs que je connais. Il faut savoir se décaler. Et je trouve que à la Défense, il y a des immeubles qui font ça très très bien, qui le montrent parfaitement. Et puis parfois, on peut aussi jouer le choc. Par exemple, prenez la tour totale de la Défense. C'est un bloc noir, opaque. Voilà, c'est tout. Et on parle des entreprises qui doivent être aujourd'hui les plus détestées dans le monde entier, et ils affichent ce bloc. Je trouve que en littérature, on pourrait presque en tirer une leçon, c'est-à-dire qu'à un moment, pas de compromis sur rien, quoi. Autant y aller bien en tête. Jacqueline, la mère d'Edwige Salandre, rencontre son mari, François, lors du tournage de La Chamade d'Alain Cavalier, où elle occupe une place de script. Est-ce que faire le choix de ce film représentait aussi pour vous une autre manière d'interroger la modernité ? Oui, complètement. Complètement, pour deux raisons. D'une, La Chamade La Chamade, le film d'Alain Cavalier, est adapté d'un roman de Françoise Sagan. Très très proche, hein, ils l'ont adapté ensemble. Et Sagan a été très proche de Cavalier pour l'adaptation, donc vraiment le roman et le livre et le film, pardon, est très fidèle au livre. Alors, on décrit un monde de grands bourgeois, très à l'aise, les hommes travaillent et les femmes organisent la soirée ou organisent une partie de croquet. Enfin, on est dans un autre monde. Pour moi, déjà, là, on est dans un monde complètement daté pour une bonne raison. C'est pas uniquement le mode de vie, c'est aussi une bourgeoisie, haute bourgeoisie, qui vit comme la haute bourgeoisie. C'est pas la bourgeoisie en basket, c'est la bourgeoisie qui a les codes de la bourgeoisie et qui les assume pleinement. Je me demande, souvent, honnêtement, si c'est pas le meilleur moyen pour qu'une société tienne ensemble, c'est que les classes soient dans leur fondement culturel, soient très marquées et fières de ce qu'elles représentent et n'essayent pas de tendre la main toujours à une autre classe. Voilà, je me demande si la juxtaposition n'est pas la clé d'une société démocratique réussie. Au finish, il vaut mieux un grand bourgeois du 16e arrondissement qui s'assume complètement comme un grand bourgeois du 16e arrondissement, peut-être plutôt qu'une bourgeoisie du 11e qui se rêve perpétuellement cool. Voilà. Et donc, pour moi, la chamade symbolise cette bourgeoisie qui n'avait aucune volonté d'être cool, s'habillait en Saint-Laurent et l'assumait parfaitement. Mais le plus intéressant pour moi dans la chamade, le film, c'est qu'il est tourné en 1968. Et donc, le tournage débute en avril à peu près, va se dérouler en mai 68. Et va décrire ce monde de grands bourgeois alors que les manifestations de mai 68 font rage. Et donc, c'est comme si un monde allait être chassé par un autre, ou en tout cas allait percuter un autre monde. Et ça a été le cas, puisque le tournage, moi je me suis beaucoup documenté sur le tournage, pendant le tournage, Alain Cavalier a décidé d'arrêter le tournage, parce qu'il a dit à un moment, il se passe trop de choses dehors, et on peut pas être imperméable à ce qui se passe. Pourquoi d'ailleurs ? Pour moi c'est une grande question, on peut pas être imperméable à ce qui se passe. Ça aurait été si beau de dire on continue dans la villa de Boulogne à Toussaint-Saint-Laurent bon, mais il a eu le courage aussi de dire on arrête ça. Il a aussi abandonné une forme de cinéma pendant ce tournage. Donc il y a une grande question je trouve sur la modernité oui, mais aussi jusqu'où peut-on être imperméable à ce qui se passe autour de nous. Et donc Cavalier a arrêté le tournage, il a arrêté ensuite ce cinéma traditionnel. Bon, il a vécu un drame personnel puisque sa compagne est décédée après le tournage en 70. Irène Tuck qui joue un rôle dans La Chamade. Mais avant ce drame personnel, il le dit lui-même, hein, moi j'ai rien inventé sur le tournage, là il y a que des choses vraies. Il le dit lui-même, il a vu ce qui lui semblait être le ridicule des heures de maquillage pour les acteurs, des décors, des costumes. Et donc, il a même dit à un moment qu'il craquait et qu'il était derrière son cadreur
et qui pouvait pas supporter cette ambiance. Il était pris par un fou rire et il mordait le blouson de son cadreur, l'épaulette du blouson de son cadreur, pour ne pas qu'on le voie craquer, parce qu'en fait, il trouvait que tout devenait presque comique. Donc c'est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'on peut résister à son époque? Jusqu'à quel point doit-on résister à son époque? Est-ce que c'est utile de résister à son époque? Et Cavalier ensuite va ouvrir vers un tout autre genre de cinéma. Et ça, c'est quand même très fort. Il y a peu de gens qui subissent cette crise-là et se réinventent. Alors, il y a des grands artistes qui l'ont fait, mais dans le cinéma, abandonner le cinéma traditionnel. Alors après, il a fait un film qui était encore, mais qui était dans une forme beaucoup plus libre. Et puis après, il y a eu le Cavalier qui filmait les objets, qui a fait beaucoup de nature morte. D'ailleurs, le dernier film de Cavalier qui s'appelle L'Amitié, qui vient de sortir, est un film magnifique. Et c'est le portrait de 3 de ses plus vieux amis. Il tourne en vidéo. Il n'a jamais renoué finalement avec. Donc c'est pour ça que la Shabbat m'intéressait, en partie pour le monde qu'elle décrit et pour la confrontation entre deux mondes qui sont l'idéal révolutionnaire et puis l'ambiance du roman et du film. Alors c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi beaucoup avec l'année 68, c'est à un moment Jacqueline, la mère d'Edwige, le dit dans son journal. J'avais lu une chronique où un journaliste disait la chamade qui a très peu, le film La Chamade qui a très peu à voir avec les événements de mai 68. Et Jacqueline retourne la phrase, elle dit et si c'était les événements de mai qui avaient très peu à voir avec 68, parce que tout ça était finalement assez minoritaire. Donc ces questions-là m'intéressent beaucoup. En faisant du mouvement MeToo l'un des moteurs de l'intrigue, vous placez votre livre au cœur de l'actualité, de manière peut-être plus marquée que dans vos précédents romans. Pouvez-vous expliquer ce choix? Oui, pourquoi il y a MeToo dans le livre? Déjà peut-être le cadrer au niveau des personnages. Le dénommé Daniel Gisbard, dont nous parlions tout à l'heure, a une accusation de MeToo, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Alors c'était pas si c'était pour parler de MeToo, pas tellement en tant que phénomène. D'ailleurs, c'est pas un livre qui parle de ça. Je voulais aussi que Daniel se fracasse contre l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où son système, si on veut, ne tient plus. Alors Daniel était un séducteur. J'ai voulu créer avec Daniel ce qui m'a vraiment intéressé, outre l'aspect architectural qui m'a passionné, c'est de créer un personnage que tour à tour, on déteste et on aime. C'est-à-dire, voilà, on est contre lui, avec lui, on peut pas s'empêcher de le trouver impressionnant quand il parle de son métier, en même temps complètement irritant, désagréable, s'il parle même à un moment de lui à la 3e personne sans s'en rendre compte. Enfin voilà, c'est un fou un peu égomaniaque, mais il entraîne les gens parce que il a donné sa vie à ce métier. D'ailleurs, à un moment, Edwige lui dit, mais quand Fernand Pouillon t'a appelé et t'a proposé de travailler, qu'est-ce que tu as pensé? Et il répond, j'ai pensé que j'étais sauvé. Parce que ce métier, je l'aurais toujours avec moi. Donc j'étais sauvé, voilà, j'avais ça. Et voilà, c'est un homme que moi, je respecte beaucoup pour ça. Et à côté de ça, il peut se conduire comme une ordure, il s'en cache à peine. Et d'ailleurs, à un moment, Edwige lui dit, tu sais, ce dont on t'accuse, on sait tous les deux que tu l'as fait, quoi. Donc, essaye pas de... Voilà, donc, c'est un homme paradoxal, et donc le MeToo, il se fracasse contre ça. J'avais envie de parler de ça. Et comme c'était un séducteur, et un séducteur, c'est un gentil mot, c'était vraiment un type voilà, qui a toujours fait à son idée selon son désir et basta avec les femmes. Bon, il prend ce mur-là. Ça m'intéressait. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que je ne crois absolument pas aux romans détachés de leur époque, totalement. Je n'y crois pas du tout. Vous pouvez prendre un chef-d'œuvre, prenez l'éducation sentimentale. Il y aura 1848, il y aura sans doute des références qu'on ne comprendra plus. Alors on prend le risque, soi-disant, de ne pas passer la postérité. D'une, j'en suis pas là, on verra bien ce qui se passe. Je vise pas, je veux pas comme Stendhal, voilà, je serai lu en 2200, non, bon, j'en sais rien. Et de deux, il faut l'ancrer quelque part, parce que je pense que quoi qu'il arrive, on n'échappe pas à son époque, donc il faut l'ancrer. Mais moi, je n'ai pas la vis comica, pas très peu. Enfin, je pense qu'on rigole un peu dans le livre, mais je n'ai pas je n'ai pas la satire, le don de la satire. Vous avez de très grands romanciers aujourd'hui, qui sont des fantastiques orfèvres de la satire. Patrice Jean, c'est exceptionnel. Benoît Dutertre a donné des choses merveilleuses. Quand Olivier Molin s'y met, on est au-delà de la satire.
Ça, c'est vraiment une veine que moi je n'ai pas. Si je parle de mon époque, c'est pour plonger les personnages dans un bain paradoxal dans lequel ils doivent se débattre. Je suis pas là pour critiquer MeToo ou encenser MeToo. Au fond, je suis là pour voir Daniel Gisbard prendre MeToo en pleine figure. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce thème. Et ça marchait parce que notamment, il a un rapport aux femmes un peu délirant. Donc il prend le mur qu'il a mérité. Moi, j'y peux rien, mais je reste un moraliste. Donc il prend le mur qu'il a mérité. Dans votre nouvelle, 25 bis rue Géneur, un technicien de cinéma, Michel Berthold, qui a d'ailleurs une fille nommée Edwige, recrée en hangar les décors du club de jazz du Samouraï, un film de Jean-Pierre Melville. Lorsque le personnage principal de l'histoire, Pierre Chanveille, pénètre dans ce lieu, il a le sentiment d'un rêve éveillé rendu possible grâce aux souvenirs de Michel, projetés dans ce hangar comme les images issues d'une lanterne magique. Y a-t-il, selon vous, une dimension romanesque propre aux décors de cinéma, surtout lorsqu'ils appartiennent au passé, et quelle place occupe cet imaginaire dans votre dernier roman? Alors oui, il y a une dimension romanesque pour moi, qui est essentielle et que je résumerai ainsi, c'est-à-dire que que l'artificiel fasse vrai. Voilà, moi je suis très sensible à ça, c'est-à-dire que je ne crois pas beaucoup au réalisme, je crois beaucoup que par des chemins et des procédés un peu artificiels, on atteint une sorte de réalité. C'est pour ça que je suis obsédé par le cinéma de Jean-Pierre Melville. Le réalisme chez Melville, c'est tout relatif. Il y a des gangsters qui se déplacent en voiture américaine et dans Place Vendôme. Enfin, tout ça, c'est de la projection de fantasme. Et pourtant, on atteint une sorte de... On croit à tout ce qui se passe et on atteint une forme de réel. Alors ça compte beaucoup pour moi. Et le décor de cinéma est un objet de fascination. Par exemple, il m'arrive de regarder certains Hitchcock pour les appartements, pour les lieux. Vertigo notamment, qui pour moi de ce côté-là est une réussite totale. L'appartement dans lequel il reçoit Kim Novak, la chambre d'hôtel. Voilà, tout ça, ce sont des lieux. J'adore l'idée de savoir que par exemple, si on s'écartait, si la caméra s'écarte, on verrait juste 3 pans de mur, tout serait faux et n'existerait pas, et il suffirait de resserrer pour retomber dans un univers auquel on croit. Donc il y a vraiment une forme pour moi très romanesque et très puissante. Et pour la chamade, pour le film La Chamade, c'est d'autant plus vrai qu'il y a une scène complètement artificielle qui ne cesse de me fasciner dans un nightclub. Cette scène est irréelle. Et pourtant, elle joue un rôle très important dans le film. Et elle est pourtant absolument incroyable. Et c'est tout le décor, la façon de filmer le club et la façon de filmer la chanteuse qui est dans ce club, qui apporte la réalité. Et donc vraiment, moi, j'y tiens beaucoup parce que moi je fais des romans réalistes. Je suis pas du tout. Je pense que ce sont des histoires réalistes, mais je n'ai pas la fascination de l'écriture blanche, de dire exactement ce qui se passe, de dire les marques de voiture. Je n'ai pas ça. Je voudrais faire une scène réaliste et comme je le dis souvent, j'aimerais que ce soit flouté sur les côtés, quoi. Qu'on se demande à tout moment si cette scène n'est pas un fantasme. Or pourtant, tout paraît tout à fait plausible. Lors de l'entretien que l'on avait fait ensemble en 2021 pour Je tiens absolument à cette virgule, justement, vous avez révélé que les films de Vincente Minnelli et de Douglas Sirk influençaient la tonalité de ce livre. Vous avez alors affirmé vouloir écrire un livre très sentimental, un mélo où les gens se déchirent petit à petit, et, plus précisément, un livre où les sentiments sont voilés mais très puissants. Cette intention était-elle présente dès l'origine de leur chamade, et comment ces inspirations s'y manifestent-elles? J'en sais rien si c'était présent tout au début, je m'en souviens plus. Je sais qu'en revanche, à un moment, ça s'est imposé. Parce que moi, je réfléchis beaucoup au sujet des livres, donc j'avais l'idée de la chamade depuis 6 ou 7 ans à peu près. Alors je sais pas si au début, je voulais en faire cette espèce de mélo contenu. Je crois pas. Mais à un moment, effectivement, j'ai vu Comme un torrent de Minelli. Et là, c'était pas tellement l'idée du mélo ou du pas mélo, c'est pas la question, parce que je pense que Comme un torrent échappe à cette catégorie. Mais c'était l'idée, je me suis dit, allez, ça va culminer. Une grande scène finale un peu impressionnante, ce que je n'avais jamais fait. Moi, j'ai des fins plus modestes. Donc là, j'avais l'envie d'une fin un peu mélodramatique. Et en fait, petit à petit, j'ai regardé Minelli et je me suis dit, oui, la force de tout ça,
Alors que chez Cirque, les sentiments sont assez en surface, et d'ailleurs, il y a des moments sublimes. Mais chez Minelli, j'ai toujours eu l'impression que il y a tout ce moment où les personnages contiennent au maximum leurs sentiments, et c'est les efforts qu'on sent pour contenir ces sentiments qui créent une tension dramatique. Et c'est ça que j'ai essayé de refaire dans la chamade, enfin dans leur chamade. C'est que j'ai essayé que, on voit par exemple un moment, je sais pas si vous vous souvenez, il y a environ 7-8 pages où Daniel, le personnage de Daniel, se souvient, il a vécu un avortement, sa compagne a avorté, et il essaye de contenir le trouble que ça provoque chez lui. Il se dit non, faut pas penser ça, non, ça, faut pas le voir comme ça. Il essaye de contenir ça. On sait très bien, je pense, si c'est réussi, on sait très bien que quelques pages plus tard, ça tiendra pas. Et voilà, c'est cette tension que j'ai essayé de retrouver. L'architecture de votre roman repose à la fois sur un jeu d'enchâssement d'époque, de situation, et même un enchâssement de genre fictionnel, avec la présence d'un faux roman intime au sein du récit, et à la fois sur des effets de miroir entre le destin de vos personnages, comme par exemple entre Edwige et sa mère, mais aussi entre les personnages de votre livre et ceux du roman La Chamade de Françoise Sagan. Vous créez ainsi une profondeur psychologique par le non-dit et les références. Cette structure me semble participer à votre ambition, que vous avez rappelée, d'un vrai réalisme avec des coins floutés. Pouvez-vous éclairer votre roman à l'aune de cette esthétique ? Merci de poser cette question, comme on disait dans les débats, parce que pour moi c'est un des aspects les plus, enfin auxquels je tiens le plus dans le livre. Donc il y a plusieurs effets de miroir. Les personnages du film et du roman La Chamade ont quasiment leur équivalent dans leur chamade et avec des années d'écart, donc on peut tracer des fils comme ça. On peut aussi avoir un sentiment d'enchâssement de plusieurs registres. Il y a le journal intime, il y a le roman psychologique, et les grandes descriptions de bâtiments, puisque ça parle d'architecture énormément. Donc voilà, il y a un enchâssement pour moi très important comme ça de superposer les registres, et la superposition de registres correspond à une de mes obsessions qui est briser le rythme, casser le rythme, créer des rythmes très différents, créer des cassures, ce qui peut parfois poser des problèmes à la lecture, je m'en rends compte, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fascine complètement, notamment chez Stendhal et Flaubert, pour le faire rapide. Je crois que je me suis jamais remis de la fin de l'éducation sentimentale quand il y a l'ellipse et il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, enfin voilà, cette espèce de saut dans le temps, voilà, qui m'a beaucoup impressionné. Ensuite, pour moi, cet enchâssement, ce jeu-là, c'est essayer de jouer de toutes les possibilités du roman. Parce que je vois pas beaucoup d'autres arts qui permettent totalement ça, le mélange des époques, les miroirs avec les références, l'enchâssement de 4 registres. Alors on peut le faire, hein, des grands cinéastes pourraient le faire, je suis sûr qu'on pourrait se dire qu'on pourrait regarder peut-être La Splendeur d'Amberson et y trouver... Mais le roman permet vraiment ça. À un moment, je pense que, et ça m'avait été reproché par quelques lecteurs, et ça me l'est toujours d'ailleurs, je pense que par exemple, on ne sait plus à quelle époque on est à un moment dans le livre, quand il se promène dans Paris, parce que les époques s'enchassent et se superposent. Bon, bah pas ça, par exemple, j'y tiens beaucoup. Je voulais qu'à un moment, ce sentiment, comme ça, d'être perdu dans le temps, puisse arriver, pour qu'ensuite le dissiper lentement. Et pour moi, c'est utiliser toutes les possibilités du roman. Faire des choses que seule la littérature peut faire. D'ailleurs, ce livre, je le vois quand j'en parle avec des journalistes, il est impitchable, comme on dit. Et on peut pas, c'est très dur de le résumer. Et je dis pas que c'est une qualité, hein, parce que finalement on peut très bien résumer Le Rouge et le Noir et ça reste un bon livre. Mais c'est pas forcément une qualité, mais c'est aussi, voilà, c'est cette ambition-là d'essayer d'utiliser toute l'envergure du roman, faire quelque chose qui ne pourrait être que de la littérature. C'est une ambition, hein, je suis pas en train de dire que je réussis à chaque coup, mais voilà, c'est dans le viseur en tout cas. Pour conclure, comment définiriez-vous brièvement votre livre ? Le pitch. Oui, on vient de dire que le pitch était impossible. C'est une façon de raconter tout ce qui peut faire échouer et foirer une histoire d'amour.